C'était une journée d'automne ordinaire lorsque ma vie a basculé. Je m'appelle Amélie, et j'étais mariée à François depuis 5 ans. Nous menions une vie tranquille dans notre appartement parisien, profitant de notre intimité et de notre routine bien établie. Ce jour-là, alors que je rentrais du travail, je ne me doutais pas que notre équilibre allait être bouleversé. François m'attendait dans le salon, l'air préoccupé. « Chérie, il faut qu'on parle, dit-il dès que je franchis le seuil. Je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je m'assis à côté de lui, inquiète. Ma mère a appelé aujourd'hui, commença-t-il. Elle ne va pas bien depuis la mort de papa. Je hochai la tête avec sympathie. La mort de mon beau-père, 3 mois auparavant, avait été un choc pour toute la famille, en particulier pour Marguerite, ma belle-mère. François prit une profonde inspiration avant de continuer. Elle se sent très seule dans sa grande maison. Elle a suggéré, elle aimerait venir vivre avec nous. Je restai sans voix pendant quelques secondes, essayant de digérer cette information. Vivre avec nous? Ici, dans notre appartement, demandai-je, incrédule. François acquiesça. Je sais que c'est soudain, mais elle est vraiment en difficulté. Elle a du mal à gérer la maison toute seule, et je pense qu'être plus proche de nous lui ferait du bien. Je me levai, commençant à faire les 100 pas dans le salon. Notre appartement n'était pas petit, mais il n'était certainement pas conçu pour 3 adultes. Plus important encore, j'aimais notre vie à 2, notre intimité. L'idée d'avoir ma belle-mère constamment présente me mettait mal à l'aise. François, je comprends que ta mère traverse une période difficile, commençai-je doucement, mais es-tu sûr que c'est la meilleure solution? N'y a-t-il pas d'autres options à envisager? Je vis son visage se crisper légèrement. Quelles autres options, Amélie? C'est ma mère. Elle a besoin de nous. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Je sais, et je veux l'aider aussi. Mais vivre ensemble, c'est un grand changement. Ça affecterait toute notre vie quotidienne. Notre intimité, notre routine. François se leva à son tour, visiblement frustré. Tu ne penses qu'à notre confort? Ma mère est seule, elle souffre. Je reculai, surprise par son ton accusateur. Ce n'est pas ce que je veux dire, François. Bien sûr que je me soucie de ta mère. Mais c'est une décision importante qui nous affecte tous les deux. On ne devrait pas la prendre à la légère. Nous passâmes les heures suivantes à débattre, parfois calmement, parfois avec plus d'animation. François insistait sur le fait que c'était notre devoir d'aider sa mère, tandis que j'essayais d'exprimer mes inquiétudes sur l'impact que cela aurait sur notre couple. Finalement, épuisé, je dis, écoute, François, je comprends ton point de vue. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est une décision importante, et je ne veux pas la prendre sous le coup de l'émotion. François soupira, mais acquiesça. D'accord. Prends le temps qu'il te faut. Mais n'oublie pas que ma mère attend une réponse. Les jours suivants furent tendus. Je pouvais sentir le regard de François sur moi, attendant ma décision. Je passais de longues heures à réfléchir, pesant le pour et le contre. J'aimais Marguerite, vraiment. Elle avait toujours été gentille avec moi, m'accueillant dans la famille à bras ouverts. Mais l'idée de partager notre espace quotidien avec elle me mettait mal à l'aise. Une semaine après la proposition initiale, je pris ma décision. Le cœur lourd, je m'approchai de François qui lisait dans le salon. J'ai beaucoup réfléchi, commençai-je. Il leva les yeux de son livre, attentif. Je comprends que ta mère traverse une période difficile, et je veux l'aider. Mais je ne pense pas que vivre avec nous soit la meilleure solution. Je vis son visage se décomposer, mais je continuai avant qu'il ne puisse m'interrompre. Ce n'est pas que je ne veux pas l'aider. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Peut-être pourrions-nous l'aider à trouver un appartement plus petit près de chez nous? Ou engager quelqu'un pour l'aider à la maison? François resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était froide. Je vois. Tu as pris ta décision. François, s'il te plaît, comprends-moi. Ce n'est pas contre ta mère. C'est juste que... Il leva la main pour m'interrompre. Non, j'ai compris. Tu préfères ton confort à l'aide dont ma mère a besoin. C'est clair.
Ces mots me blessèrent profondément. Ce n'est pas juste, François. J'essaie de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Mais il ne semblait pas m'écouter. Il se leva brusquement, prit ses clés et sortit de l'appartement sans un mot de plus. Je restais là, abasourdi, ne sachant pas quoi faire. C'était la première fois que je voyais François réagir de cette façon. Nous avions eu des désaccords avant, bien sûr, mais jamais il n'avait été aussi froid, aussi distant. Les jours qui suivirent furent difficiles. François était distant, passant plus de temps au travail et au téléphone avec sa mère. Quand il était à la maison, il parlait à peine, répondant par monosyllabes à mes tentatives de conversation. Je commençais à douter de ma décision. Avais-je été égoïste? Aurais-je dû accepter la proposition pour le bien de la famille? Mais chaque fois que j'imaginais vivre avec ma belle-mère, je sentais une boule d'angoisse se former dans mon estomac. Un soir, alors que nous dînions en silence, je tentai une nouvelle approche. François, je sais que tu es déçu par ma décision. Mais ne pourrions-nous pas en discuter calmement? Trouver un compromis? Il leva les yeux de son assiette, son regard dur. Un compromis? Ma mère a besoin d'aide, Amélie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Je veux l'aider aussi, François. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire sans bouleverser complètement notre vie. Il secoua la tête, repoussant son assiette. Tu ne comprends pas. C'est ma famille. Et moi, demandai-je doucement. Ne suis-je pas aussi ta famille? Il ne répondit pas, se levant simplement de table et quittant la pièce. Je restai seule, me demandant comment nous en étions arrivés là. Les semaines qui suivirent furent un calvaire. L'homme que j'avais épousé, celui qui riait avec moi, qui me soutenait dans les moments difficiles, semblait avoir disparu. À sa place, il y avait cet étranger froid et distant. Je commençais à me demander si j'avais vraiment pris la bonne décision. Mais chaque fois que je pensais céder, accepter que Marguerite vienne vivre avec nous, je sentais que je trahirais une partie de moi-même. Un mois après ma décision, alors que je rentrais du travail, je trouvais François en train de faire sa valise. Mon cœur s'arrêta. « Que fais-tu » demandai-je, la voix tremblante. Il leva à peine les yeux. « Je vais passer quelques jours chez ma mère. Elle a besoin de moi. » Je restai là, impuissante, le regardant préparer ses affaires. Quand il passa devant moi pour sortir, je tentai une dernière fois, « François, s'il te plaît, parlons-en. » Il s'arrêta un instant, me regardant enfin dans les yeux. « Il n'y a plus rien à dire, Amélie. Tu as fait ton choix. » Et sur ces mots, il partit, me laissant seul dans notre appartement soudain trop grand, me demandant comment une simple proposition avait pu détruire 5 ans de mariage. Les jours qui suivirent le départ de François furent les plus longs de ma vie. Notre appartement, autrefois chaleureux et accueillant, semblait maintenant froid et vide. Chaque objet, chaque photo me rappelait le bonheur que nous avions partagé et qui semblait maintenant si lointain. Au début, je pensais que François reviendrait après quelques jours, que sa colère s'apaiserait et que nous pourrions avoir une conversation rationnelle. Mais les jours devinrent des semaines, et la distance entre nous ne cessait de grandir. Quand François revint finalement à la maison, ce n'était plus le même homme. Il était distant, froid, presque un étranger. Nos conversations, autrefois animées et joyeuses, se réduisaient maintenant à des échanges brefs et formels. « Comment s'est passée ta journée » demandai-je un soir, essayant désespérément de renouer le dialogue. « Bien » répondit-il sèchement, sans même lever les yeux de son téléphone. Je sentis mon cœur se serrer. « François, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on parle. » Il soupira, posant enfin son téléphone. « Parler de quoi, Amélie? Tu as été claire. Ma mère n'est pas la bienvenue ici. » Ces mots me blessèrent profondément. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement suggéré que nous trouvions une autre solution pour l'aider. François se leva brusquement. Une autre solution? Ma mère a besoin de nous, de sa famille. Mais apparemment, pour toi, la famille n'a pas d'importance. Avant que je puisse répondre, il quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées et mes doutes. Les semaines suivantes furent un cauchemar.
François passait de plus en plus de temps au travail, rentrant tard le soir et partant tôt le matin. Quand il était à la maison, il était constamment au téléphone avec sa mère, parlant à voix basse comme s'il ne voulait pas que j'entende. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'entendis François parler dans la chambre. Sa voix était basse, mais je pouvais distinguer la tension dans son ton. « Oui, maman, je sais. » « Non, elle n'a pas changé d'avis. » « Je ne sais pas quoi faire. » Mon cœur se serra. Je savais que la situation était difficile pour lui aussi, tiraillé entre sa mère et moi. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la colère et de la frustration. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre mon point de vue? Les jours passaient, et l'atmosphère à la maison devenait de plus en plus étouffante. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, François se fermait ou trouvait une excuse pour quitter l'appartement. Je me sentais de plus en plus isolée, comme si je vivais avec un fantôme de l'homme que j'avais épousé. Un samedi matin, alors que je prenais mon petit déjeuner seul, François était déjà parti faire des courses, mon téléphone sonna. C'était Sophie, ma meilleure amie. « Amélie? Ça va? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des semaines. » J'hésitai un moment, puis tout sortit d'un coup. Je lui racontai tout, la proposition de Marguerite, ma décision, la réaction de François, la tension insupportable à la maison. « Oh, ma chérie, dit Sophie doucement quand j'eus fini. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Je ne savais pas quoi dire, admis-je. J'avais l'impression que tout était de ma faute. Amélie, écoute-moi bien, dit Sophie d'un ton ferme. Tu n'as rien fait de mal. Tu as le droit d'avoir ton opinion et tes limites. François devrait comprendre cela. Ces paroles me réconfortèrent, mais ne résolurent pas le problème. Quand je raccrochai, je me sentais un peu moins seule, mais toujours aussi perdue. Le soir même, François rentra plus tôt que d'habitude. Je décidai de tenter une nouvelle approche. « François, commençai-je doucement, je sais que la situation est difficile pour toi aussi. Peut-être pourrions-nous essayer de trouver une solution ensemble? Quelque chose qui conviendrait à tout le monde ?» Il me regarda longuement, et pendant un bref instant, je crus voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais elle disparut rapidement, remplacée par cette froideur à laquelle je m'étais malheureusement habituée. « Il n'y a pas de solution miracle, Amélie, dit-il finalement. Ma mère a besoin d'aide, et tu ne veux pas qu'elle vienne ici. C'est aussi simple que ça. » Je sentis la frustration monter en moi. « Ce n'est pas aussi simple, François. J'essaie de trouver un compromis, mais tu refuses même d'en discuter. »« Un compromis » s'exclama-t-il, sa voix montant d'un cran. « Ma mère souffre, elle est seule, et tu parles de compromis ?» Notre discussion dégénéra rapidement en dispute. Des mots durs furent échangés, des accusations lancées. Quand François claqua la porte de notre chambre, j'avais l'impression que notre mariage s'effritait un peu plus chaque jour. Les jours qui suivirent furent un brouillard de tension et de silence. François passait de plus en plus de temps hors de la maison, et quand il était là, c'était comme si un mur invisible nous séparait. Je commençais à me demander si j'avais vraiment pris la bonne décision. Peut-être aurais-je dû accepter que Marguerite vienne vivre avec nous? Mais chaque fois que cette pensée me traversait l'esprit, je sentais une boule se former dans mon estomac. Ce n'était pas seulement une question de confort ou d'intimité. C'était aussi une question de limite, de respect mutuel dans notre couple. Un soir, alors que je rentrais du travail, je trouvai François en train de faire sa valise. Mon cœur s'arrêta. « Que fais-tu » demandai-je, la voix tremblante. Il leva les yeux vers moi, son visage fermé. « Je vais passer quelques jours chez ma mère. Elle ne va pas bien. » Je restai là, impuissante, le regardant préparer ses affaires. Quand il passa devant moi pour sortir, je tentai une dernière fois, « François, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut en discuter. » Il s'arrêta un instant, me regardant enfin dans les yeux. « Il n'y a plus rien à discuter, Amélie. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. » Et sur ces mots, il partit, me laissant seul dans notre appartement soudain trop grand. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Je passais de la colère à la tristesse, du regret à la frustration. Je me demandais constamment si j'avais fait le bon choix, si j'avais été égoïste, si j'aurais dû céder.
Un soir, alors que je regardais distraitement la télévision, mon téléphone vibra. C'était un message de François: je reste chez ma mère encore quelques jours. Elle a besoin de moi. Je fixai l'écran, les larmes aux yeux. C'était tout? Pas de « tu me manques », pas de « on se parle bientôt ». Juste une information froide et distante. Cette nuit-là, je pleurais jusqu'à m'endormir, serrant son oreiller contre moi, respirant son odeur qui commençait déjà à s'estomper. Les jours passèrent, se transformant en semaines. François revenait de temps en temps à l'appartement, mais c'était comme vivre avec un étranger. Nos conversations se limitaient à des banalités, des informations pratiques. L'homme que j'avais épousé, celui qui me faisait rire, qui me soutenait dans les moments difficiles, semblait avoir disparu. Je commençais à me renfermer sur moi-même. Je sortais moins, déclinais les invitations de mes amis. Comment leur expliquer que mon mariage s'effondrait à cause d'une décision qui me semblait pourtant raisonnable? Un jour, alors que je rentrais du travail, je trouvai une lettre de Marguerite dans la boîte aux lettres. Mon cœur se serra en reconnaissant son écriture élégante. Avec appréhension, je l'ouvris. Ma chère Amélie, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je sais que la situation actuelle est difficile pour tout le monde. Je voulais simplement te dire que je comprends ta position. François m'a expliqué tes réserves, et je ne t'en veux pas. La vie à trois n'est pas toujours facile, et je respecte ton besoin d'espace et d'intimité. Je suis désolée si ma proposition a causé des tensions entre vous. Ce n'était pas mon intention. J'aime mon fils, et je t'aime aussi, Amélie. Vous êtes ma famille, et votre bonheur est important pour moi. Peut-être pourrions-nous en discuter tous ensemble, calmement? Je suis sûre qu'il y a une solution qui conviendrait à tout le monde. Avec tout mon amour, Marguerite. Je relus la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. La gentillesse et la compréhension de Marguerite me touchaient profondément, mais elle me faisait aussi me sentir encore plus coupable. Comment avions-nous pu laisser la situation dégénérer à ce point? Cette nuit-là, allongée dans notre lit trop grand, je réfléchis longuement. À notre mariage, à notre avenir, à mes valeurs. Je me demandais si j'avais été trop rigide, trop égoïste. Mais je savais aussi que mes sentiments étaient valides, que j'avais le droit d'avoir mes propres limites. Le lendemain matin, je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Il fallait que je parle à François, que nous ayons une vraie conversation, honnête et ouverte. Peu importait le résultat, nous ne pouvions pas rester dans cette situation de non-dit et de ressentiment. Je saisis mon téléphone, le cœur battant, et composai le numéro de François. Alors que la tonalité résonnait, je priai pour qu'il décroche, pour qu'il accepte de me parler. J'avais l'impression que notre avenir dépendait de cet appel. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que François ne décroche. Sa voix était distante, presque froide. « Amélie? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pris une profonde inspiration. « François, il faut qu'on parle. Vraiment parler. Pas juste échanger des banalités. On ne peut pas continuer comme ça. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Pendant un moment, je crus qu'il allait raccrocher. Mais finalement, il soupira. « D'accord. Je serai à la maison ce soir. » La journée passa lentement, chaque minute semblant s'étirer à l'infini. J'étais nerveuse, anxieuse, mais aussi pleine d'espoir. Peut-être que cette conversation pourrait enfin débloquer la situation. Quand François rentra ce soir-là, l'atmosphère était tendue. Nous nous assîmes dans le salon, face à face, comme deux étrangers. « Je t'écoute, dit-il, croisant les bras. Je pris une profonde inspiration. « François, je sais que la situation avec ta mère est difficile. Je comprends que tu veuilles l'aider. Mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas mon point de vue. J'ai reçu une lettre de Marguerite. » Soudain, le visage de François changea. Une lueur de panique passa dans ses yeux. Une lettre? Que disait-elle? Sa réaction me surprit. Elle était très compréhensive, en fait. Elle proposait qu'on en discute tous ensemble. François se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Il semblait agité, presque nerveux. « Tu ne comprends pas, Amélie. Ce n'est pas aussi simple.
Alors explique-moi, insistai-je. Parce que là, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Il s'arrêta net, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de culpabilité et de peur. Mon cœur se serra. François, dis-je doucement, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il hésita un moment, puis s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Et c'est alors qu'il commença à tout me révéler. Les mots sortaient de sa bouche comme un torrent, et chaque phrase était comme un coup de poignard dans mon cœur. Il m'expliqua que son père, avant de mourir, avait fait un testament particulier. La maison familiale, d'une valeur considérable, devait être vendue. L'argent serait alors partagé entre François et sa sœur, mais à une condition, que Marguerite vive avec l'un de ses enfants pendant au moins 1 an après la mort de son mari. Tu comprends maintenant, dit François, la voix tremblante. Si ma mère ne vient pas vivre avec nous, nous perdons l'héritage. Tout l'argent ira à des œuvres de charité. J'étais abasourdi. Tout prenait soudain un sens différent. La pression de François, son insistance, sa colère face à mon refus. Ce n'était pas seulement une question de prendre soin de sa mère. Il y avait des enjeux financiers importants. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je, la voix brisée par l'émotion. François baissa les yeux. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu penses que je faisais ça pour l'argent. Et puis, je pensais que si tu savais, tu accepterais peut-être pour de mauvaises raisons. Je voulais que tu acceptes parce que tu le voulais vraiment, pas pour l'héritage. Je me levai, incapable de rester assise. Mon esprit tourbillonnait. Toute cette tension, ces disputes, ce mal-être, tout ça à cause d'un secret. Un secret qui avait failli détruire notre mariage. Et ta sœur, demandai-je soudainement. Elle ne peut pas accueillir ta mère? François secoua la tête. Elle vit dans un petit appartement à l'étranger. Ce n'est pas possible pour elle. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville sans vraiment la voir. Je me sentais trahi, manipulé. Toutes ces semaines de tension, de doute, de culpabilité. Et pendant tout ce temps, François me cachait la vérité. Je suis désolé, Amélie, dit François derrière moi. Je sais que j'aurais dû te le dire dès le début. J'ai eu tort. Je me retournai pour lui faire face. Tort? François, tu as failli détruire notre mariage pour un héritage. Tu m'as fait me sentir coupable, égoïste, alors que tu me cachais la vérité. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Toute la pression, toute la tension des dernières semaines explosait enfin. Je pensais que notre mariage était basé sur la confiance, sur l'honnêteté, continuai-je. Mais apparemment, l'argent est plus important pour toi que notre relation. François tenta de s'approcher de moi, mais je reculai. Ce n'est pas vrai, Amélie. Tu es la personne la plus importante pour moi. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment gérer cette situation. Je secouai la tête, incrédule. Et tu as pensé que me mentir était la meilleure solution? Me laisser croire que j'étais une mauvaise personne parce que je ne voulais pas que ta mère vive avec nous? Le silence qui suivit était assourdissant. Nous nous regardions, 2 étrangers dans notre propre salon. Tout ce que nous avions construit ensemble semblait s'effriter sous nos yeux. Finalement, je pris une décision. J'ai besoin d'air, dis-je en me dirigeant vers la porte. Je vais aller marcher un peu. Amélie, attends. Commença François, mais je l'interrompis. Non, François. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Ne me suis pas. Je sortis de l'appartement, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les rues de Paris défilaient autour de moi alors que je marchais sans but précis. Chaque pas semblait m'éloigner un peu plus de la vie que je pensais avoir, de l'homme que je croyais connaître. Mes pensées tourbillonnaient. Comment François avait-il pu me cacher quelque chose d'aussi important? Comment avait-il pu me laisser me sentir coupable pendant des semaines, alors qu'il y avait tant d'enjeux cachés? Je repensais à toutes nos disputes, à la tension qui régnait à la maison. Tout prenait un sens différent maintenant. Ce n'était pas seulement une question de prendre soin de Marguerite. C'était une question d'argent, d'héritage. Mais au-delà de ça, c'était une question de confiance. François m'avait menti.
Il m'avait caché des informations cruciales, me laissant dans l'obscurité pendant que notre mariage s'effritait. Je m'assis sur un banc dans un petit parc, épuisé émotionnellement. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orangées. C'était beau, paisible, en total contraste avec le chaos qui régnait dans mon cœur. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de François. « Je suis vraiment désolée, Amélie. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. S'il te plaît, rentrons à la maison et parlons. Je t'aime. » Je fixai l'écran, les larmes aux yeux. L'aimais-je encore? Pouvais-je lui faire confiance à nouveau? Alors que je contemplais ces questions, une pensée me frappa soudain. Marguerite. Dans toute cette histoire, elle était aussi une victime. Elle avait perdu son mari, et maintenant elle était au centre d'un conflit familial qu'elle n'avait pas choisi. Je repensais à sa lettre, à sa gentillesse et sa compréhension. Elle méritait mieux que ça. Nous méritions tous mieux que ça. Prenant une profonde inspiration, je me levai du banc. Il était temps de rentrer à la maison. Pas pour pardonner, pas encore. Mais pour commencer à reconstruire. Pour avoir une vraie conversation, honnête et ouverte. Le chemin du retour me sembla interminable. Chaque pas me rapprochait d'une confrontation que je redoutais mais que je savais nécessaire. Quand j'arrivai enfin devant notre immeuble, je m'arrêtai un instant, rassemblant mon courage. François m'attendait dans le salon. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. Quand il me vit entrer, il se leva d'un bond mais resta à distance, incertain. « Amélie » commença-t-il, mais je levai la main pour l'interrompre. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, François, j'ai besoin que tu m'écoutes, dis-je d'une voix ferme. Ce que tu as fait, me cacher la vérité, me laisser me sentir coupable pendant des semaines, c'est impardonnable. Tu as trahi ma confiance d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. » Je vis la douleur dans ses yeux, mais je continuai. « Cependant, je ne suis pas prête à abandonner notre mariage. Pas encore. Mais si nous voulons avoir une chance de surmonter ça, il faut que les choses changent. Plus de secrets, plus de mensonges. Une honnêteté totale, même si c'est difficile. » François hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ferai tout ce qu'il faut, Amélie. Je suis tellement désolée. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. » Je m'assis sur le canapé, sentant le poids de la journée peser sur mes épaules. « Alors commençons par le début. Raconte-moi tout sur ce testament, sur l'héritage, sur les plans que tu avais. Je veux tout savoir. » Et ainsi commença une longue nuit de discussions, de révélations et de larmes. Une nuit qui allait changer le cours de notre mariage et de nos vies. Les jours qui suivirent notre conversation furent comme une montagne russe émotionnelle. François et moi avions passé cette nuit-là à parler, à pleurer, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Mais malgré l'honnêteté brutale de nos échanges, je sentais qu'une partie de moi restait sur ses gardes. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, François entra dans la cuisine, l'air déterminé. « Amélie, dit-il doucement, je pense qu'il est temps que nous parlions à ma mère. Ensemble. » Je sentis mon estomac se nouer. L'idée de confronter Marguerite me terrifiait, mais je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à éviter le sujet. « D'accord, répondis-je après un moment d'hésitation. Mais je veux que ce soit une conversation honnête. Plus de secrets, plus de non-dits. » François hocha la tête, soulagé. « Je te le promets. » Nous décidâmes d'inviter Marguerite à dîner chez nous le week-end suivant. Les jours précédant cette rencontre furent tendus. Je passais des heures à réfléchir à ce que je dirais, comment j'exprimerais mes sentiments sans blesser personne. Le samedi soir arriva trop vite à mon goût. Quand la sonnette retentit, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. François alla ouvrir, et j'entendis la voix douce de Marguerite dans l'entrée. « Bonsoir, ma chérie, dit-elle en m'embrassant. Son parfum familier m'enveloppa, me rappelant des souvenirs plus heureux. « Merci de m'avoir invité. » Nous nous installâmes dans le salon, un silence gêné planant sur nous. François servit des apéritifs, ses mains tremblant légèrement alors qu'il remplissait les verres. « Maman, commença-t-il finalement,
il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Marguerite nous regarda tour à tour, son visage se crispant légèrement. Je suppose que c'est à propos de ma proposition de venir vivre avec vous? Je pris une profonde inspiration. En partie, oui. Mais il y a plus que ça. Et ainsi commença une conversation qui allait changer le cours de nos vies. François expliqua à sa mère que j'étais maintenant au courant du testament de son père et des conditions de l'héritage. Le visage de Marguerite passa de la surprise à la honte. « Oh, mais chérie, dit-elle doucement, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu être un fardeau ou une source de conflit pour vous. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Marguerite, vous n'êtes pas un fardeau. C'est juste que, cette situation est compliquée. » Nous passâmes les heures suivantes à discuter ouvertement, à partager nos craintes, nos espoirs, nos frustrations. Marguerite nous expliqua qu'elle se sentait seule dans sa grande maison, mais qu'elle ne voulait pas imposer sa présence. « J'aime mon indépendance, admit-elle, mais l'idée de vieillir seule me terrifie. » Je comprenais son point de vue, et pour la première fois, je me mis vraiment à sa place. Perdre son mari, faire face à une maison vide, s'inquiéter pour l'avenir. Ce n'était pas facile. François, de son côté, exprima sa culpabilité d'avoir gardé le secret de l'héritage. « Je pensais bien faire, dit-il, la voix brisée. Mais j'ai failli tout détruire. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, je sentais que quelque chose changeait en moi. La colère et la frustration que j'avais ressenties ces dernières semaines commençaient à s'estomper, remplacées par une compréhension plus profonde de la situation. Vers minuit, épuisés émotionnellement mais soulagés d'avoir enfin tout mis sur la table, nous décidâmes d'aller nous coucher. Marguerite resta dans notre chambre d'amis, et François et moi nous retrouvâmes seuls dans notre chambre. « Ça s'est bien passé, non ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant sur le bord du lit. Je hochai la tête, m'asseyant à côté de lui. Mieux que je ne l'espérais. Mais François, on a encore beaucoup de choses à régler. Il prit ma main dans la sienne. Je sais. Mais au moins maintenant, on peut le faire ensemble, en toute honnêteté. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, je réfléchis longuement à notre situation. Je pensais à Marguerite, seule dans sa grande maison. Je pensais à François, tiraillé entre son amour pour moi et son devoir envers sa mère. Et je pensais à moi-même, à mes propres peurs et désirs. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner tous les trois, je pris une décision. Une décision qui allait changer nos vies à tous. J'ai beaucoup réfléchi, commençai-je, attirant l'attention de François et Marguerite. Et je pense avoir trouvé une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Ils me regardèrent, intrigués. « Marguerite, je sais que vous vous sentez seule dans votre grande maison. Et François, je sais que tu t'inquiètes pour ta mère. Quant à moi, j'aime notre vie ici, notre intimité. Alors voilà ce que je propose, et si nous cherchions un appartement plus grand? Un endroit avec 2 unités séparées, mais connectées? » Le silence qui suivit ma proposition était assourdissant. François me regardait avec un mélange de surprise et d'espoir, tandis que Marguerite semblait réfléchir intensément. « Tu veux dire, comme une maison avec un appartement indépendant ?» demanda François. Je hochai la tête. « Exactement. Ainsi, Marguerite aurait son propre espace, mais serait proche de nous. Nous pourrions dîner ensemble quand nous le souhaitons, mais chacun aurait aussi son intimité. » Marguerite prit ma main dans la sienne. « Ma chérie, c'est une idée merveilleuse. Mais êtes-vous sûre? Je ne veux pas bouleverser votre vie. » Je serrai sa main en retour. « Marguerite, vous faites partie de notre famille. Et les familles se soutiennent mutuellement. Ce ne sera pas toujours facile, mais je pense que ça pourrait fonctionner. » François se leva et vint nous enlacer toutes les deux. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Merci, Amélie. Merci d'être si compréhensive. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous commençâmes à chercher la propriété parfaite, visitant des maisons et des appartements à travers Paris. Ce n'était pas facile de trouver exactement ce que nous cherchions, mais nous étions déterminés. Pendant ce temps, François et moi travaillions dur pour reconstruire notre relation.
Les blessures causées par ces mensonges ne guériraient pas du jour au lendemain, mais chaque conversation honnête, chaque moment de vulnérabilité partagée nous rapprochait un peu plus. Un soir, alors que nous rentrions d'une visite particulièrement prometteuse, François s'arrêta soudainement au milieu du salon. « Amélie, dit-il doucement, je sais que je t'ai déçue, que j'ai trahi ta confiance. Mais je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Tu as pris une situation difficile et tu en as fait quelque chose de beau. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « François, ce n'est pas facile. J'ai encore des moments de doute, des moments où je me demande si nous faisons le bon choix. Mais je sais une chose, je t'aime. Et je veux que ça marche. » Il me prit dans ses bras, me serrant fort contre lui. « Je t'aime aussi, Amélie. Plus que tout. Et je te promets que je passerai le reste de ma vie à mériter ta confiance. » Finalement, après des mois de recherche, nous trouvâmes la propriété parfaite. Une belle maison avec un appartement indépendant au rez-de-chaussée. Le jour du déménagement arriva, et alors que nous emballions nos affaires, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Marguerite, qui nous aidait à emballer, s'approcha de moi avec une petite boîte. « Ma chérie, dit-elle doucement, je voulais te donner ceci. » J'ouvris la boîte pour y découvrir un magnifique bracelet en argent. « C'était à ma grand-mère, expliqua Marguerite. Elle me l'a donné le jour de mon mariage, en me disant que l'amour véritable nécessite du courage et de la compassion. Je pense que tu incarnes ces qualités, Amélie. » Les larmes aux yeux, j'enlaçai Marguerite. « Merci, murmurai-je. Pour tout. » Ce soir-là, alors que nous nous installions dans notre nouvelle maison, François, Marguerite et moi partageâmes un dîner sur la terrasse. En regardant les deux personnes assises à mes côtés, je réalisais que malgré toutes les difficultés, malgré les mensonges et les secrets, nous avions réussi à créer quelque chose de beau. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était une vie remplie d'amour, de compréhension et de croissance. Et alors que le soleil se couchait sur notre nouvelle vie, je sus que nous avions pris la bonne décision. Les mois qui suivirent notre emménagement furent une période d'ajustement et d'apprentissage pour nous tous. Vivre à proximité de Marguerite tout en maintenant notre indépendance s'avéra être un défi plus grand que je ne l'avais imaginé. Il y avait des moments de tension, des malentendus, et parfois, je me demandais si nous avions pris la bonne décision. Un matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse commune, Marguerite me rejoignit. Je pouvais sentir qu'elle avait quelque chose à me dire. « Amélie, ma chérie, commença-t-elle doucement, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je voulais te remercier pour ta patience et ta gentillesse. » Je la regardai, surprise par sa franchise. « Marguerite, c'est normal. Nous sommes une famille. » Elle prit ma main dans la sienne. « Oui, nous le sommes. Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps pour moi de voir un thérapeute. Le deuil de ton beau-père, je réalise que je ne l'ai jamais vraiment surmonté. » Cette conversation fut un tournant. Voir Marguerite prendre l'initiative de travailler sur elle-même m'inspira à faire de même. Je décidai de commencer une thérapie, non seulement pour gérer les changements dans ma vie, mais aussi pour travailler sur la confiance brisée dans mon mariage. Les séances de thérapie furent difficiles au début. Parler de mes sentiments, de mes peurs, de ma colère envers François n'était pas facile. Mais au fil des semaines, je commençais à voir les choses différemment. Je compris que ma force ne résidait pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans ma capacité à faire face à l'adversité. Un soir, après une séance particulièrement intense, je rentrai à la maison pour trouver François qui m'attendait avec un dîner aux chandelles. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, surprise. Il s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Je voulais te montrer à quel point je suis fière de toi, Amélie. Je vois tous les efforts que tu fais, tout le travail que tu accomplis sur toi-même. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Ces mots me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous avancions vraiment ensemble, dans la même direction. Parallèlement à la thérapie, je décidai de me reconnecter avec mes amis. J'avais négligé beaucoup de relations pendant la période difficile de notre mariage, et il était temps de reconstruire ces liens. Je commençai par appeler Sophie, ma meilleure amie. Quand elle décrocha, sa voix était mêlée de surprise et de joie. « Amélie! Ça fait si longtemps!
Nous passâmes des heures au téléphone, rattrapant le temps perdu. Je lui racontais tout, les difficultés avec François, la situation avec Marguerite, notre nouveau arrangement de vie. Elle m'écouta sans jugement, m'offrant son soutien inconditionnel. Tu sais, dit-elle à la fin de notre conversation, je suis impressionnée par ta force, Amélie. Beaucoup auraient abandonné face à tous ces défis. Ces mots résonnèrent en moi longtemps après que nous ayons raccroché. Étais-je vraiment forte? Ou simplement obstinée? Ces questions m'accompagnèrent alors que je commençais à redécouvrir ma propre identité. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur mon rôle d'épouse et de belle-fille que j'en avais presque oublié qui j'étais en tant qu'individu. Je décidai de reprendre des cours de peinture, une passion que j'avais abandonnée des années auparavant. Chaque coup de pinceau sur la toile était comme une affirmation de mon identité, de mes désirs, de mes rêves. Un samedi après-midi, alors que je peignais sur la terrasse, Marguerite s'approcha silencieusement. « C'est magnifique, dit-elle, admirant mon travail. Tu as un vrai talent, Amélie. » Je la remerciai, touchée par son compliment. Nous restâmes là, en silence, regardant le paysage que j'avais créé sur la toile. C'était une scène paisible, un jardin en fleurs baigné de lumière dorée. « Tu sais, dit finalement Marguerite, quand j'ai perdu mon mari, j'ai cru que je ne retrouverais jamais la beauté dans ce monde. Mais en te voyant peindre, en voyant la façon dont tu captures la lumière et la vie, ça me rappelle que la beauté est toujours là, si on sait où regarder. » Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais alors que ce processus de guérison, de redécouverte, n'était pas seulement le mien. Nous étions tous en train de grandir, de changer, d'apprendre à voir le monde et nous-mêmes différemment. Les semaines passèrent, et je sentis un changement s'opérer en moi. La colère et la rancœur que j'avais ressenties envers François commencèrent à s'estomper, remplacées par une compréhension plus profonde et une compassion renouvelée. Un soir, alors que nous nous promenions main dans la main dans un parc proche de chez nous, François s'arrêta soudainement. « Amélie, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je sais que ces derniers mois ont été difficiles. Mais je veux que tu saches que je suis tombé amoureux de toi à nouveau. De cette nouvelle version de toi, plus forte, plus sûre d'elle-même. » Je le regardai, surprise par son aveu. « François. » Il continua, « Je sais que j'ai fait des erreurs qui auraient pu nous coûter notre mariage. Mais te voir grandir, t'épanouir malgré tout, ça m'inspire à être un meilleur homme, un meilleur mari. » Les larmes aux yeux, je l'enlaçai fort. Nous avons grandi ensemble, François. À travers les difficultés, nous sommes devenus plus forts. Cette nuit-là, en rentrant chez nous, je réalisais à quel point notre vie avait changé. Non seulement notre situation de vie, mais aussi notre façon d'être ensemble, de communiquer, de nous comprendre mutuellement. Le lendemain matin, je me réveillai avec une idée. J'appelai Marguerite et François pour un petit déjeuner familial. J'ai pensé à quelque chose, dis-je une fois que nous fûmes tous réunis. Et si nous organisions un dîner hebdomadaire ? Un moment où nous pourrions tous nous réunir, partager nos expériences de la semaine, nos joies et nos peines. Marguerite sourit largement. C'est une idée merveilleuse, ma chérie. François hocha la tête avec enthousiasme. Je suis d'accord. Ça nous permettrait de rester connectés, même quand la vie devient folle. Et ainsi naquit notre tradition du dîner du dimanche soir. Chaque semaine, nous nous réunissions, parfois juste nous trois, parfois avec des amis ou de la famille élargie. Ces moments devinrent un pilier de notre nouvelle vie, un rappel constant de l'importance de la communication et de la connexion. Au fil des mois, je vis des changements non seulement en moi, mais aussi chez François et Marguerite. François devint plus ouvert, plus enclin à partager ses pensées et ses sentiments. Marguerite, quant à elle, retrouva une joie de vivre que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Un dimanche soir, alors que nous débarrassions la table après le dîner, Marguerite me prit à part. « Amélie, dit-elle doucement, je voulais te dire quelque chose. Quand j'ai proposé de venir vivre avec vous, je pensais que c'était la seule solution à ma solitude. Mais maintenant, je réalise que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de me sentir connectée, aimée. Et grâce à toi, à ta compassion et ta force, j'ai trouvé bien plus que ce que j'espérais. » Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais alors que ce voyage de découverte de soi n'avait pas seulement été le mien.
Nous avions tous grandi, tous changé. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à côté de François, je réfléchis à tout ce que nous avions traversé. Les mensonges, la trahison, la colère, mais aussi la guérison, le pardon, la croissance. À quoi penses-tu ? Demanda doucement François, se tournant vers moi. Je souris, prenant sa main dans la mienne. Je pense à nous. À tout ce que nous avons traversé. Et je réalise que malgré toutes les difficultés, je ne changerai rien. Il me regarda, surpris. Vraiment ? Même pas mes erreurs ? Je secouai la tête. Tes erreurs, mes peurs, nos luttes, tout cela nous a menés ici. Et ici est un endroit merveilleux. François m'attira contre lui, m'embrassant tendrement. Je t'aime, Amélie. Plus que jamais. Je t'aime aussi, François, répondis-je, sentant mon cœur déborder d'amour et de gratitude. Alors que je m'endormais cette nuit-là, je réalisais que la force intérieure que j'avais découverte n'était pas quelque chose que j'avais créé seule. Elle était née de l'adversité, nourrie par l'amour et le soutien de ceux qui m'entouraient, et renforcée par ma volonté de grandir et de changer. Notre histoire n'était pas parfaite. Elle était compliquée, parfois douloureuse, mais profondément humaine. Et c'est précisément ce qui la rendait belle.